surtout ça, dénoncer en fait. Demain, je suis dans la rue, j'assiste à une bavure policière. Première chose que je vais faire, c'est sortir mon téléphone et filmer. Il a trop de flow et c'est ça que j'aime trop. Oh, oh, yeah. Officer Derek Chauvin had his knee on George Floyd's neck for 8 minutes and 46 seconds, including 2 minutes and 53 seconds after Floyd had become unresponsive. Relax. Man, I can't breathe, my face. What do you want? I can't breathe. Please, the knee in my dick. Get up, get in the car, man. Tous les gens parlaient de ça sur les réseaux. Instagram, Snap, Twitter. La vidéo, elle a atterri sur YouTube, même sur Facebook, WhatsApp. Tout le monde l'a vu. Même mes parents l'ont vu. Ça se passe aussi très très souvent en France en fait. Donc on peut quand même s'identifier à ce qui s'est passé avec George Floyd. Regardez, il a rien fait. Les réseaux sociaux regorgent de vidéos amateurs d'arrestations brutales. C'est une dinguerie. Ceux qui les postent voudraient faire des plateformes un outil de justice. Incroyable. Non, laisse. Filmez les gars, filmez. Ça m'a semblé important de montrer vraiment mon indignation sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, j'en avais ras-le-bol de voir des bavures policières. Surtout pendant le confinement, je voyais des vidéos de bavures policières tous les jours. Ça m'a choqué, ça m'a dégoûté, donc j'ai mis ACAB. C'est de l'anglais ACAB, All Cops Are Bastards, qui veut dire que tous les flics sont des salauds. Je me suis pas posé la question de savoir si ça allait heurter certains policiers. C'est clairement pas mon problème. ACAB, mort au port. Les slogans anti-flics sont régulièrement en tête des hashtags recommandés par Twitter. L'indignation se mue facilement en haine. Elle réactive des colères anciennes ou des blessures jamais refermées. Avec mon père, j'étais en voiture. Je devais avoir entre 7 et 9 ans. Je sais plus ce qu'il avait fait. Peut-être un stop ou un feu, je sais plus. Et de là, il y a 3-4 policiers en voiture qui ont décidé de faire un contrôle. Et mon père, au début, s'est laissé contrôler. Et au fur et à mesure, c'est monté crescendo. Ils ont commencé à le frapper, à l'insulter, à sortir des battes, à se mettre sur lui. Voilà, ça m'a traumatisé. Genre, j'ai vu mon père, il avait des bleus partout, il saignait du nez. Ça m'a traumatisé un peu. Si un sujet me tient vraiment à cœur, je le défendrai jusqu'au bout et de toutes les façons possibles. Je suis entier, je suis comme ça. Les réseaux sociaux ont libéré la parole. À quel moment sont-ils devenus un outil de lutte militante ? Ce sont des actrices américaines qui ont ouvert la voie sur Twitter en dénonçant publiquement les agressions sexuelles du célèbre producteur Harvey Weinstein. Des millions d'anonymes leur ont emboîté le pas. Partout dans le monde, la lutte contre les violences faites aux femmes s'est imposée comme une urgence grâce à un simple hashtag relayé en masse sur Facebook et Twitter. Ta main sur mon cul, mon poing dans ta gueule. Dans le sillage du mouvement MeToo, un cap a été franchi en France. Celui qui incite à nommer publiquement son agresseur, à l'exposer à la vindicte, sans autre forme de procès. Cette vague a été si puissante qu'elle a inspiré d'autres militants pour mener d'autres combats sur les réseaux sociaux. Certains s'improvisent justiciers, en reprenant une pratique anglo-saxonne qu'Internet a mondialisée, le name and shame, littéralement dénoncer pour humilier, avec l'espoir de provoquer une vague d'indignation sur les réseaux.
Un clic pour un safari, épisode 5.1, Arc barbare. Je vous présente un grand malade. Un des principaux responsables de la chasse à l'arc morbide en France, il chasse à peu près tous les herbivores possibles. Je m'attaque principalement à des gens qui ont une renommée sociale, un minimum. Ça peut être un avocat, ça peut être des patrons de supermarchés, ça pourrait être un dentiste, vétérinaire. Dans le cas, par exemple, d'un pompier, ça donne une jolie histoire avec des photos où il va être en tenue de pompier et des photos où il va être avec les animaux, une girafe ou un ours ou ce genre de trophée. Ça peut être une vidéo que je vais trouver particulièrement choquante qui va être par exemple de chasser une girafe à l'arc. Et tout ce qu'il fait est légal, mais c'est pas moral. Je reviendrai plus en détail sur son cas. Merci de mettre la honte du siècle à cet assassin. Alors aujourd'hui, j'ai plus d'activité professionnelle précise. Je pense que toutes ces activités en ligne m'ont coûté une mauvaise publicité. Si on veut faire la litanie des ennuis, donc il y a effectivement sur un point de vue professionnel, mais il y a également des plaintes qui sont déposées des personnes que je cite. J'en suis déjà à 3. Avec une liste longue comme le bras de motifs, diffamation, injure publique, harcèlement, j'ai même eu chantage dernièrement, ça aurait dû m'arrêter. Mais comme j'étais dans une situation où je n'avais personnellement rien à perdre, autant continuer. Si je publie ces articles, c'est aussi que pour moi, ça me soulage. C'est le fait que les gens s'en emparent qui devient un jugement populaire. C'est pas moi qui crée cette justice. C'est le fait que cette vague naisse. S'il n'y a pas la vague, mon message reste tout seul sur sa page et il n'embête personne. Qui forme la meute qui insulte sur les réseaux? On parle facilement de haters, là où il serait plus juste de parler de foule en colère. Une foule de personnes seules derrière leur écran qui trouvent là un exutoire à leur révolte et à leur frustration. En fait, c'est quelque chose, c'est pas le vrai défouloir, mais quand même, ça permet de lâcher un peu ce qu'on a dans le cœur, dans nos tripes. Disons que, en ayant les moyens de dire merde sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui fait qu'on n'explose pas. Avant, non, j'étais pas comme ça. En fait, je découvre ce qu'est la haine. Je la découvre. C'est de plus en plus dur aujourd'hui. Tu vas faire les courses, t'en as tout de suite pour 80 €. On est à 2. Et sans faire de folie. Tu peux pas aller au resto, c'est fini. Tu peux pas aller au ciné. Tu peux pas aller au théâtre.
Tu peux pas rencontrer des gens. Mais c'est quoi leur bordel? Oh là là, oui, j'affirme, je suis violente. Hein. Quand je vois Macron, quand je vois Darmanin, quand je vois Castex, quand je vois toute cette bande de saloperies, Véran, j'ai envie de leur cracher sur la gueule. Où j'ai commencé à monter un petit peu en pression, c'est quand j'ai vu les gilets jaunes qui défilaient. Je suis allée faire quelquefois des ronds-points. Je comprends pas qu'un gouvernement il puisse être indifférent à la souffrance. En ligne, Annie a trouvé du sens à sa colère en voyant qu'elle n'était pas seule. Quand d'autres se sont mis à partager leurs états d'âme à chaud et en direct. À l'origine des Gilets jaunes, il y a cette façon nouvelle de prendre la parole, la vidéo selfie. Bonjour à tous. Alors, je viens faire une petite vidéo coup de gueule. J'ai 2 petits mots à dire à Monsieur Macron et son gouvernement. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? À part changer la vaisselle de l'Élysée ou vous faire construire des piscines? Si on peut faire vraiment comme en 98 et en 2018, pour la Coupe du Monde dans la rue, pour le gasoil, pour les taxes, pour tout, on se fait enculer de partout. On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord, toute la semaine là. La révolte est un moteur puissant pour faire cliquer. Via Facebook et Twitter, une somme de malaise, 2 millions de vues, 2 millions de likes, s'est muée en un véritable mouvement social. Les plateformes ont rendu la mobilisation possible, mais elles ont aussi ouvert des vannes, fait sauter des digues, celles qui contenaient la violence d'une colère trop longtemps ignorée. Réveillez-vous! Macron! Destitution! Macron! Décapitalisation! Il y a le principe que nous aurions été condamnés au mutisme depuis de longues décennies, que seules des supposées élites auraient eu le droit de parole, le droit de s'exprimer, et aujourd'hui ce serait en quelque sorte l'heure de la grande revanche. Et à une époque où il y a tant de souffrance, tant d'insatisfaction, c'est comme si d'un coup il y avait ce moment historique qui avait permis à des personnes qui se percevaient comme des laissés pour compte, de reprendre la main, de pouvoir retrouver des formes de justice, mais aussi de se faire justice, de pouvoir trouver des formes de dignité. Et la forme principale que ça a prise, les formes principales que ça a prises, on peut le regretter, ce sont les régimes de la dénonciation. Les internautes ne sont pas tous d'accord sur quoi et qui mérite d'être cloué au pilori. Sur les réseaux sociaux, les convictions et les indignations s'entrechoquent de manière frontale. Il règne un climat de tension permanente, où le débat est devenu impossible, où la nuance n'a plus sa place, où l'on est sommé de choisir un camp. C'est vrai que des fois je peux sortir un peu les griffes, mais pour moi c'est légitime, c'est jamais gratuit en tout cas. À partir du moment où une personne elle a une idéologie opposée à la nôtre, et que surtout elle est très virulente dans ses propos, on va forcément la considérer comme un haters. Moi par exemple, les racistes je les considère comme des haters, les racistes ils me considèrent comme un haters. On se déteste, on s'insulte sans se connaître sur les réseaux sociaux. On se troll aussi. On crée des polémiques pour gâcher le buzz du camp d'en face. Et à ce petit jeu, l'extrême droite se montre particulièrement efficace. Je crois qu'il y a eu 2 ou 3 marches.
Je crois qu'ils étaient toutes faites. Je suis descendu dans la rue, je suis monté jusqu'à Paris avec mes copines. Tout allait très bien jusqu'au moment où on voit des gens sur le toit commencer à déballer une banderole. En fait, au début, on n'a pas compris. Au début, on a cru que c'était des gens qui étaient de notre côté, on va dire. Il y a marqué « Justice pour les Blancs, White Lives Matter ». À partir de ce moment-là, les gens ils sont entrés dans une colère noire. Ils ont commencé à les insulter, à leur dire de descendre. Je crois que la manif, elle n'était même pas finie, qu'il y a une photo qui a atterri sur les réseaux sociaux. On voit des membres de Génération Identitaire dans une fourgonnette avec des policiers en train de se prendre en photo, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Ils font des pisses, ils sont très à l'aise, alors qu'ils sont censés aller en garde à vue, quoi. La photo, moi, m'énerve, parce qu'ils sont là, ils sont tout contents. Un groupe de jeunes noirs ou arabes, je pense pas qu'ils auraient pu être aussi à l'aise dans la fourgonnette avec les policiers. C'est ça qui a interpellé, je pense. Leur seul but d'avoir fait cette photo, c'était de faire parler, ou le buzz, et la provoque. Et ça a bien marché. Parce que maintenant, Thaïs, on la connaît, son groupe d'amis, là, on les connaît aussi. Bref, les propos que les gens tiennent à son égard sont dangereux, mais ce qu'elle défend aussi, c'est dangereux. Donc, qu'elle soit pas étonnée, quoi. Parce que je pense que Thaïs, elle a dû bien se faire insulter sur Twitter. Je pense, hein. La haine, quand elle se déchaîne, est toujours intolérable. Même si certains considèrent qu'elle fait partie du jeu et savent s'en servir de tremplin pour gagner en visibilité. Petite Blanche, j'ai bien envie de te violer ta mère. Je te conseille pas de sortir de chez toi. Si ça t'attrape, c'est fini pour toi, sale facho. T'inquiète, un jour, je vais trouver ton adresse à toi et tes petits potes. On va brûler toi et ta famille. On a tous vos noms de salopes. En quelques heures, j'ai dû comptabiliser peut-être, je sais pas, plus de... En tout cas, dans la soirée après l'action, plus de 1000 menaces et insultes sur Twitter. Moi, j'aime bien citer l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc parce qu'effectivement, elle a été diabolisée en son temps, elle a été brûlée sur la place publique. Donc, la cause que je défends vaut la peine de prendre ces risques-là. Génération identitaire, le terme génération identitaire était dans les top tendances Twitter, c'est-à-dire que c'était les sujets les plus discutés en France sur Twitter à ce moment-là. Et il y avait génération identitaire et également Thaïs, qui était parmi les top tendances. Bonjour à tous, c'est Thaïs de Génération Identitaire. Les réseaux sociaux, ils ont une importance déjà parce qu'on est dans une société très médiatisée, aussi parce que la jeunesse s'informe de plus en plus sur les réseaux sociaux et quitte assez les médias traditionnels. Là, on est sans filtre avec ceux qui nous suivent, donc effectivement, ça augmente et multiplie l'impact qu'on peut avoir. Les idées comptent moins désormais que l'influence. Les politiques se battent pour récupérer les passions qui agitent les réseaux, car le pouvoir 2.0 se compte en nombre d'abonnés. Mais comment capter l'attention dans le pullulement permanent de posts et de commentaires? Le député Joachim Sonforger, aussi connu sous le nom de roi des trolls, a conquis ses followers à coups de provocation. Quand vous avez peu d'abonnés, vous êtes très satisfait quand vous en gagnez une centaine. Donc en fait, il y a quelque chose pour rassasier votre addiction à cette audience qui est très progressif. Quand vous avez beaucoup, vous voulez encore plus, etc. etc. Donc il y a un côté de circuit de la récompense comme on trouve dans certaines drogues aussi, probablement. Le député est devenu une star de Twitter en organisant un buzz autour de la publication d'une autre élue, Esther Benbassa. Elle y prenait à partie Brigitte Macron à propos des Gilets jaunes. La sénatrice Benbassa, à l'époque, elle était dans une attitude d'inventer des propos à Brigitte Macron qu'elle n'avait jamais tenus, qu'elle n'avait jamais pensé.
Et moi, je suis venu monter au créneau comme pour faire la riposte, pour la défendre. Je lui ai dit que le pot de maquillage que vous mettez sur la tête, vous incarnez plus que jamais ce que vous tentez maladroitement de caricaturer. Je lui tends un miroir déformant en disant « Vous voyez que des propos déplacés sont pas très bienvenus ». Évidemment, la réponse est « Ah, mais il est sexiste et il me dit que je me mets trop de maquillage sur ma tête ». Joachim Sonforger reçoit une pluie de réactions indignées sur Twitter et il met intentionnellement de l'huile sur le feu. Quand je vois que ça fait le buzz, je me dis soit j'arrête la machine, soit j'utilise le truc. Donc à ce moment-là, je trouve le truc tellement absurde, mais tellement grossièrement efficace. Je vois mes abonnés qui gonflent. Donc je riposte avec des photos humoristiques d'elle dans des manifs qui tient un panneau, mais c'est des vraies photos à la base, c'est même pas des montages, moins de police, plus de cannabis, des trucs comme ça, c'est elle-même qui se ridiculise, j'y peux rien, c'est pas ma faute. Il a envoyé quand même en 1h30 50 fois ma photo. Jusqu'à maintenant, les arguments, on s'énervait entre nous, mais on argumentait, la politique, ce n'est pas du sexisme. Les pitreries du député font de lui un mème, le héros de montages absurdes qui deviennent viraux. Ce fait d'armes vaut à Joachim Sonforger des dizaines d'articles et d'interviews dans la presse. À ce moment-là, je suis en capacité de générer à la suite plusieurs contenus viraux et d'entraîner une communauté avec moi. Donc si le but, il est atteint. Le patron des députés, Gilles Legendre, me convoque en disant que faut que je passe dans le conseil de discipline, que c'est inadmissible. Moi, j'ai dit non, pas de conseil de discipline. Joachim, il se tire. Et je me tire du parti en me disant, j'ai ma voie politique à continuer, mais il faut que j'aille défricher des terrains inconnus, et que j'aille chercher des gens que les autres n'arrivent pas à aller chercher. Et à ce moment-là, j'ai voulu créer le parti, un petit parti à mon nom. C'était une petite blague par rapport aux initiales En Marche, Emmanuel Macron. J'ai fait JSFEE, je suis français et européen. Puis ça, c'est un truc imprononçable, JSFE. Ça, c'était du trolling. J'aimais bien l'idée que des gens ne sachent pas comment prononcer ce truc et doivent se creuser les méninges autour d'un truc complètement absurde que j'ai pondu dans ma chambre, Sur les réseaux, le député distille une pensée difficile à suivre et souvent très conservatrice. Pro-life, pour le port d'armes et surtout contre l'obligation d'être politiquement correct. Il y a beaucoup de gens qui veulent voir à tout prix la provocation ou la violence. Moi, j'ai pas l'habitude de me cacher et donc j'ai jamais caché ni mon goût pour les arts martiaux ni pour la pratique des armes à feu. Ma cible, pour laquelle j'ai une petite forme de violence, ce sont les hypocrites, en fait. C'est ce qu'on appelle les bourgeois, je crois, depuis longtemps. J'aime pas ça. Le propre de ce déluge de verbes, c'est que ça produit à coup sûr de la satisfaction pour ceux qui les formulent. Ça fait office de catharsis pour des centaines de millions d'individus sur Twitter et des milliards d'individus sur Facebook. Mais ça ne produit rien. Les réseaux sociaux, plutôt que d'instaurer et de pacifier une société fondée sur la communication et les échanges entre les personnes, ont généré une forme il faut bien le reconnaître quand même, de psychiatrisation de la société. Alors comment fait-on ? Comment fait-on ?
Est-il possible d'enrayer cette mécanique de l'invective permanente ? Aux quatre coins du monde, des militants tentent d'agir avec les moyens du bord. Ils font face à la meute quand elle se déchaîne. Leur groupe s'appelle Je suis là et compte 200 000 membres. Ils essaient de propager un peu de bienveillance à travers leurs écrans. T'es déjà sur le groupe, toi? Ouais. Bon, je crois qu'on va partir sur ça. Hein? Ouais. Là, je vois, il y a Jackie, une des modératrices, qui a repéré un article. On va vite aller voir. Hein? C'est sur le premier mariage gay dans L'amour est dans le pré. Oh là là. Oh, il y a quelqu'un qui a répondu à celui qui a dit « il s'enfile la bague au doigt ». Un peu comme toi, tu t'enfiles en famille. Bah là, je vais mettre un com, moi. Hein? Pour rappel, exprimer publiquement de l'homophobie est un délit. Bon, moi, s'il te répond, ça te fait monter dans les commentaires pertinents, non? Ouais, c'est ça. Plus il commente sous mon truc, plus je deviens visible. Tu vois celui de Jackie aussi, tu peux le liker. J'ai liké celui de Jackie déjà. Du coup, il me répond « Ah, parce que montrer ça à des enfants publiquement, c'est mieux. Revoyez vos priorités. » Je lui ai mis montrer quoi? Des gens qui s'aiment. Et là, il me dit « Qui s'aiment, lol, c'est devenu la mode, ma foi. » Là, je lui réponds que c'est pas une mode, qu'on choisit pas d'être hétérosexuel ou homosexuel. Et on ne devient pas homosexuel en regardant un couple qui l'est. 3 fois par jour, il y a des actions qui sont lancées sur des articles. Le but est quand même toujours d'essayer de rendre nos commentaires visibles pour en fait faire pencher la balance vers la bienveillance. Donc on utilise vraiment simplement les armes qu'utilisent aussi les haineux. On va sur le même terrain qu'eux pour apporter des messages bienveillants et sourcés. Voilà, c'est pas juste dire aimons-nous les uns les autres ou bien qu'on puisse le faire hein, totalement, mais l'idée c'est aussi des fois d'apporter un vrai contre-discours. Parce que je me dis justement les jeunes qui viennent sous ces articles et puis qui voient que de la haine, finalement comme ils ont peu de recul et puis parfois pas assez d'esprit critique, ils peuvent prendre des informations fausses ou de la haine comme étant ce qu'il faut penser. C'est parce que mes enfants sont ados et sont donc potentiellement une cible d'être influencés ou que j'avais envie de rejoindre le groupe Je suis là. Si je commente sur un article qui est sorti récemment et que je mets le hashtag Je suis là, mais ça peut arriver d'avoir 300 réponses sous un commentaire, dont 250 qui sont haineuses. Là, il y a une dame qui me dit « Il y avait longtemps que les collabos de Je suis là n'étaient pas sortis des égouts. » Une personne qui me dit de dégager de France. C'est quoi encore ce truc des Je suis là de Tarlouse? Putain, j'en peux plus de cette époque de pantoufles non genrées, non racisées, non binaires, non gnangnan, mais pendez-vous. On a des fois l'impression que c'est un peu le mythe de Sisyphe, parce que c'est toujours répété, c'est toujours redire les mêmes choses. Ce qu'on aimerait juste, c'est que ce soit possible de dialoguer sans s'insulter sur les réseaux sociaux, puis accessoirement de respecter les lois aussi. Parce que bien des commentaires, ceux que je vous ai lus là ou d'autres, hein, ils sont hors la loi. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un, de menacer de mort quelqu'un, de l'insulter sur ce qu'il est, sur s'il est homosexuel, s'il est juif, s'il est musulman. C'est des choses qui sont interdites, mais qui sont sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est pas normal. L'injure publique, les menaces sont interdites par la loi. Mais quand elles sont partout sur les réseaux, à qui demander des comptes, sinon aux plateformes elles-mêmes? Et comment faire face quand on est la cible d'un déferlement de haine?
Je dois reconnaître que j'ai probablement sous-estimé la dangerosité que Twitter pouvait avoir pour moi. Dès, par exemple, la sortie de mon premier livre après mon retour de Syrie, j'ai fait l'objet d'insultes. Mais j'ai presque envie de dire, c'est le triste quotidien sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a eu un épisode assez particulier où un pauvre homme que j'ai du mal à blâmer puisqu'il a lui-même perdu sa fille dans un attentat terroriste djihadiste au Bataclan, mais qui a complètement perdu les pédales et est devenu une espèce de boule de haine, a posté une invitation à tuer des enfants. Dans la foulée de ce tweet, cet homme a vu son compte suspendu. Je me suis retrouvé avec des milliers, des dizaines de milliers de tweets qui m'insultaient, qui me blâmaient, qui m'accusaient des pires horreurs. Nicolas Hénin s'est pris... c'est pas une vague, c'est un tsunami. On est dans quelque chose de totalement désendigué, de quelque chose de massif, au prétexte qu'il a tenu des propos qui ont déplu à une frange, qu'on va dire, de la fachosphère concernant les djihadistes, pris à partie par un père devenu un peu militant d'une victime du Bataclan. Et ça se fait dans un temps avec une rapidité express. Le chef de meute, il n'a pas besoin de dire les choses très très précisément. Hein. En fait, quand vous êtes suivi par des aveugles, ceux-ci vous suivent aveuglément. Il n'y a plus de raison là-dedans. Il n'y a plus d'introspection. Et à partir de ce moment-là, il ne peut plus y avoir de bienveillance. Suceur de queue de barbu, ce Hénin. Vous n'êtes qu'un petit journaliste de pacotille que nous aurions dû laisser à Raqqa. C'est pas parce que tu as aimé t'enfiler leur chibre que tu dois interdire aux autres de dire ce qu'ils pensent, espèce de malade mental. Vous êtes une merde. Collabo. Déjà tondu. Dommage. Ah. Bonjour Eric. Ah, ça y est, je te vois. Je suis prêt à aller aussi loin qu'il faudra dans cette procédure. Pour, encore une fois, tous les anonymes. Parce qu'en fait, ce qui m'est arrivé, c'est exactement ce qui peut arriver à n'importe quel ado d'une cité ou d'une campagne ou n'importe quelle personne un peu vulnérable. Les processus, c'est les mêmes. Le type d'insulte, c'est les mêmes. La volonté de nuire est la même. Et ça atteint de la même manière que l'on soit une personnalité publique plus ou moins ou quelqu'un de totalement anonyme. Ça, c'est quelque chose qui fragilise énormément. C'est pas que des mots. Ouais, c'est pas parce que j'ai une certaine visibilité, une certaine expérience que je suis complètement insensible et que je peux pas être blessé. Hein. Alors l'attitude des plateformes, elle est peut-être le problème majeur. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, Twitter ne collabore pas, ne collabore plus. Twitter, c'est une société de droit californien qui invoque le premier amendement américain. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, vous pouvez sortir dans la rue, être habillé en Asie et faire un salut hitlérien. Vous ne serez jamais poursuivi. Le droit américain ne connaît pas d'abus de la liberté d'expression. Les réseaux sociaux ne feront absolument rien pour vous protéger. Et même peut-être pire que ça, peut-être qu'ils feront moins que rien. Peut-être qu'ils feront ce qu'ils peuvent pour saboter l'enquête. On a été entendu par les services enquêteurs qui ont fait des réquisitions à Twitter, judiciaires. Il y a encore quelques mois, quelques années, Twitter répondait non, en invoquant le premier amendement. Aujourd'hui, Twitter ne répond même plus. Et là, en ce qui concerne Nicolas Hénin, il y a eu 0 réponse. Il y a eu une relance de réquisition judiciaire et Twitter n'a pas répondu.
Ce faisant, moi je considère que Twitter s'est mis hors la loi, puisque eux disent, il suffit qu'un juge nous demande, on donnera. En fait, c'est faux. C'est faux. On a une fake news de la part de Twitter là-dessus. Et nous avons décidé de les poursuivre de ce fait. Est-ce que je pourrais être fondé à demander des dommages et intérêts à Twitter pour ça ? Pas vraiment, hein. Oui, on le fera, bien sûr. Si. Le fait de ne pas avoir répondu aux réquisitions te cause un préjudice. Ça n'empêche pas de demander quand même des dommages et intérêts. Ça n'empêche pas ? Ok. Ne serait-ce que pour qu'ils soient obligés d'y répondre. Vous savez, on a créé des monstres avec ces GAFA. Hein. On les a créés même, peut-être sans s'en rendre compte, mais finalement en fermant un petit peu les yeux. Est-ce qu'on va les laisser gouverner nos vies ? Est-ce qu'on va les laisser s'immiscer partout ? Ou est-ce qu'à un moment, on va porter les coups qu'on peut ? Cette violence que les plateformes laissent prospérer conduit à des drames bien réels. Samuel Paty, professeur d'histoire, a été désigné par un parent d'élève comme blasphémateur dans une vidéo devenue virale sur Facebook. Il a été sauvagement assassiné par un terroriste. Comment en est-on arrivé là ? Peut-être à cause d'un malentendu originel. Les réseaux sociaux n'ont pas été conçus pour nous informer ou nourrir le débat public. Les plateformes captent notre attention dans un seul et unique but : collecter nos données personnelles pour les revendre à des publicitaires. Peut-être que nous sommes laissés prendre au piège, un grand nombre d'entre nous se sont laissés prendre au piège de cette industrie. Car il faut revenir au cœur de l'affaire. C'est une industrie. Ce sont des industries qui viennent de la Silicon Valley, qui ont été développées par des ingénieurs et des concepteurs extrêmement habiles en vue de générer de la dopamine, c'est-à-dire le sentiment de satisfaction, de l'importance de soi, en vue de générer aussi l'envie d'y revenir continuellement. Pour nous garder en ligne, les plateformes font appel à des formules mathématiques, les fameux algorithmes. Ils favorisent les publications et les commentaires qui nous happent le plus. Et notre cerveau est ainsi fait qu'il est facilement captivé par les contenus choquants. Les algorithmes des réseaux sociaux sont nés du travail d'une poignée d'ingénieurs. L'un d'eux est français. Après son départ de Google, il a rejoint la liste des repentis de la Silicon Valley. Il dénonce la responsabilité des algorithmes dans la montée de la haine en ligne et dans l'essor du complotisme. Le complotisme et la haine, c'est les deux faces d'un même problème. C'est deux attitudes qui font passer énormément de temps aux gens en ligne, donc qui sont massivement amplifiées et promues par les algorithmes. Tout le monde a l'impression d'avoir le contrôle sur ce qu'il voit et sur ce qu'il lit, mais en fait, à chaque fois, c'est l'algorithme qui a le contrôle. C'est-à-dire que sur Twitter, c'est l'algorithme qui va décider quels sont les posts que vous allez voir et ceux que vous n'allez pas voir. Alors YouTube et Google ont testé beaucoup de méthodes pour faire rester les gens plus longtemps. Et ce qui marchait le mieux, c'est de donner des contenus très similaires aux contenus que les gens ont déjà regardés avant. Et en fait, ça va créer cet enfermement algorithmique, ce qu'on appelle des bulles de filtre en anglais, où on ne voit toujours que les mêmes informations. Donc on voit qu'une partie biaisée de l'information. Donc là, on voit une cartographie de tout YouTube. En vert, on voit toutes les chaînes d'information. Donc il y en a énormément et on voit les liens qu'elles ont entre elles. Les chaînes complotistes sont éloignées des chaînes non complotistes et du coup en fait ça crée deux univers, un univers dans lequel on voit quasiment que du contenu complotiste et un univers dans lequel on ne voit quasiment que du contenu non complotiste. Et après, on peut aller regarder vidéo par vidéo quelles ont été les vidéos massivement recommandées par YouTube. Donc, ouais, en 2018, voilà, une des vidéos les plus recommandées, par exemple, c'était une vidéo Flat Water, Flat Earth, qui disait que quelqu'un avait vu un mur de glace qui entoure le monde et qui prouve que la Terre est plate et entourée par un mur de glace derrière lequel il y a d'énormes trésors qui nous sont cachés par la NASA, qui ne veut pas qu'on aille accéder à ces trésors. Il y avait aussi des théories de QAnon, théories conspirationnelles de QAnon qui ont été massivement recommandées des centaines de millions de fois
au total par YouTube. Quand j'ai vu qu'il y avait des contenus terroristes et des contenus complotistes favorisés par l'algorithme de YouTube, j'en ai parlé à des anciens collègues à YouTube. Et là, sur les contenus terroristes, ils ont pris mes considérations au sérieux et il y a eu des changements qui ont été faits. Par contre, pour les théories du complot, ils m'ont dit ça c'est pas de notre faute, les gens ils cliquent là-dessus. Ils ne pensaient pas qu'ils avaient une responsabilité là-dedans, que quand ils recommandaient ces théories du complot par milliards, en fait, ils mentaient aux gens par milliards de fois. Les réseaux sociaux diffusent à grande échelle des informations prétendument secrètes, des révélations, des vérités cachées. Dans toutes les langues, à propos de presque tout, un refrain tourne en boucle. On vous manipule et on vous ment. Il y a longtemps déjà que je m'intéresse à la politique. Déjà, j'aime beaucoup. Parce que tu décèles pas mal de choses après. Et tu arrives à entendre entre les lignes ou les paroles. Parce que les médias, je me suis rendu compte qu'ils nous mentaient du matin jusqu'au soir. Le mot complotiste, mais moi, je m'en enorgueillis. Parce que, en fait, on dévoile la vérité. Un peu avec un temps d'avance. Mais en vérité, c'est pas nous les complotistes. C'est ce putain de gouvernement de Bill Gates et compagnie qui te donne envie de vomir. Je l'ai découvert, c'est pour ça que je te dis par Internet. La clé, c'est d'en avoir rien à foutre de ce que disent les médias. Il faut juste en avoir rien à branler. Le peuple se réveille de son état d'hypnose. Nous, les Français, nous sommes traités comme des pantins. Et vous aviez les yeux fermés. Et aujourd'hui, on vous propose de les ouvrir. Ils ont créé volontairement le Covid-19. Je vous dénonce depuis le début un état profond. C'est une guerre. Lié aux grosses corporations pédosataniques pour la plupart. J'ai découvert les viols d'enfants, le crime d'enfants, parce qu'ils vont loin, et notamment aux États-Unis. Mais on sait également que la pédocriminalité, elle est là, elle est à nos portes. Ils les violent, ils les tuent, et dans des conditions abominables. Ils boivent leur sang, et ils arrivent même à manger la chair. Dans les semaines et les mois qui viennent, vous allez voir, il va y avoir des opérations d'envergure et la France va se retourner d'un seul coup, croyez-y. On se retrouve comme si on était une famille soudée, solidaire, qui s'aime en fait, qui cherche la vérité mais le bien des autres. On a les mêmes idées, tu arrives à le voir sur Internet, même sur Facebook. C'est pour ça qu'il faut qu'on ouvre les yeux, qu'on s'unisse. Oui, ça peut péter. Et là, on est sur les charbons ardents. D'une manière ou d'une autre, on va y arriver, c'est obligé. À la révolution ou à une guerre civile. C'est pour les mêmes raisons et avec les mêmes certitudes que des partisans de mouvements complotistes comme QAnon ont pris d'assaut le Congrès des États-Unis. Galvanisés par leurs échanges sur les réseaux, ils ont tenté de renverser Joe Biden, le nouveau président des États-Unis. Enfermés dans leur bulle de filtre, ils étaient sûrs que c'était le premier jour d'une nouvelle ère. Les plateformes, dépassées par leurs responsabilités, sont passées d'un extrême à l'autre. Après des années de complaisance, elles ont lancé une vaste purge. Donald Trump lui-même a été banni à vie de Twitter. Et avec lui, des dizaines de milliers d'autres utilisateurs, soudainement identifiés comme une menace pour la démocratie. Quelques jours après l'invasion du Capitole, Joachim Sonforger a tenté un coup de poker qui aurait pu lui rapporter des centaines de milliers d'abonnés. Il a rebaptisé son profil au nom de Donald Trump. Twitter a aussitôt supprimé son compte. Oui, 375 chez Tag Killer, c'est moi, tu peux m'ajouter. Ok, Igoulé, je te vois, j'accepte. Donc vous êtes vraiment les bienvenus à rejoindre le Discord.
Privé de ses 65 000 abonnés, le député se console sur d'autres terrains de jeu, toujours en quête de nouveaux électeurs. Ça me permet de rencontrer des nouvelles personnes et voilà, un électorat aussi potentiel. Ok, tu te mets juste connecté et puis dès que je te rajoute au groupe dès que j'ai fini celle-ci. Je suis vraiment à votre disposition pour vous ouvrir des portes s'il y a besoin. Et même si vous n'avez pas envie de vous engager spécialement avec nous, si vous avez juste besoin d'un petit coup de main, il n'y a vraiment aucun souci. Fermer des comptes, est-ce la bonne stratégie pour ramener la paix sur les réseaux? Avant que mon compte se fasse censurer, j'étais à 20 000. Puis après, j'en avais recréé un dans la foulée où en 24 heures, j'étais arrivée à 10 000. Il ressaute, j'en crée un troisième. Il tient 5 jours ou une semaine max. Il remonte à 18 000 et hop, censuré. Et après, c'était fini. Tous les comptes de GI ont sauté, quoi. Sur Facebook, moi, je crois qu'en tout, j'en suis à plus d'une dizaine de comptes que j'ai dû recréer à la chaîne, quoi. Mon compte Instagram, j'ai atteint les 10 400 abonnés, ce qui est déjà pas mal. Mais effectivement, j'appelle quand même régulièrement les gens qui nous suivent à nous rejoindre sur Telegram. Parce que je suis pas à l'abri non plus à ce que ce compte-là il saute, quoi. Interdite de Facebook, de Twitter, de TikTok et d'Instagram. Génération Identitaire est bannie, mais pas muselée. Cela fait des années que l'ultra-droite est régulièrement visée par des suppressions de comptes. Cela n'a pas empêché le groupuscule de faire parler de lui. Cette opération de chasse aux migrants dans les Pyrénées a été très largement relayée sur les réseaux. Privée de compte officiel, l'organisation s'est tout de même assurée une couverture médiatique impressionnante. Est-ce que c'est du sale blanc? Est-ce que ça, c'est pas du racisme anti-blanc? Parfois, ça les aide d'être bannis sur des plateformes parce qu'après, ils se posent en martyrs et en fait, ils ont encore plus de vues qu'avant. Trop de modération, c'est contre-productif. Donc, il faut responsabiliser l'amplification algorithmique. C'est-à-dire que quand une plateforme recommande un contenu 1 milliard de fois, si ce contenu viole une loi, la plateforme doit être tenue responsable. Et donc ça demande une collaboration entre des politiques et des ingénieurs. Plus personne ne nie qu'il y a urgence à réguler. Mais la masse de contenu est telle que les autorités, comme les plateformes, sont submergées. 2 ans après leur publication, des centaines d'insultes visant Nicolas Hénin sont toujours en ligne. Génération Identitaire a popularisé ses idées radicales grâce aux réseaux sociaux. Aucune plateforme n'est parvenue à mettre fin à ses activités. C'est le ministère de l'Intérieur qui a dissous le groupuscule pour incitation à la haine. Julien est décédé brutalement après le tournage du film. Malgré les procès qu'il attendait, il n'a jamais cessé ses activités en ligne. Il n'y a pas de remède contre l'envie d'insulter ou de croire des théories absurdes. Pas de formule magique contre la haine. Il y a une industrie et il y a des hommes pris dans un engrenage. Qui de nous ou de la machine saura y mettre fin ?